Bonjour à tous, bande de fans de catch. Ici Kozak, et oui, c'est parti, de retour. On est de nouveau là sur le YouTube pour parler de catch avec vous. Ça fait plaisir, je suis heureux. Et je me suis dit, c'est quoi? Un petit peu d'absence. Dernière vidéo, on parlait d'une masterclass pour la dernière vidéo. On a marqué le coup, la vidéo a été beaucoup aimée. C'était un segment très très fort. Il y avait le Rock, Cody Rhodes, tout le monde parle de ça actuellement. Je me dis pour mon retour, on va parler d'un sujet tout aussi fort. On va parler de la EW. Oh mais j'ai envie de revenir et m'amuser. Vous savez quoi? J'avais envie de revenir et de m'amuser. Je pouvais revenir hier, en toute honnêteté, je pouvais revenir hier, parler un petit peu de Raw, de Cody qui tacle le Rock. Mais je me suis dit, non mais c'était juste bien et j'ai envie de marquer le coup, j'ai envie de m'amuser pour mon retour. Alors parlons de l'AEW et amusons-nous un petit peu. Bienvenue sur ce podcast si vous ne connaissez pas la chaîne. Normalement, je parle du sujet le plus fort du show avant ensuite de rentrer dans le vif du sujet, dans le détail sur tout le reste du show dans l'ordre. Mais là, honnêtement, il n'y a pas de segment très très fort. J'ai envie de m'amuser, de parler de tous les segments dans l'ordre. On va parler du début jusqu'à la fin. Allons-y pour ce AEW Dynamite qui s'est ouvert avec le match entre Dax Harwood et Jon Moxley, le badass. Jon Moxley, badass, toujours aussi badass, hein, lui il change jamais. J'ai regardé un petit peu le match parce que j'ai beau détester Jon Moxley parce que je le trouve lamentable, ringard et tout sauf badass. J'aime beaucoup Dax Harwood, c'est un très très bon lutteur et FTR me manque, FTR sur le devant de la scène, FTR la plus grosse équipe du monde, de l'AEW, ça me manque, les voir au sommet avec les titres. Le fait de ne pas avoir FTR comme adversaire de Sting et Darby, c'est un coup manqué aussi, parce que ça aurait pu être super comme leur adversaire, je sais pas, affronter la meilleure équipe du monde, ça pourrait être super pour Sting pour reprendre sa retraite, non? Je dis ça au hasard, hein, pourquoi pas? Malheureusement, on aura FTR de retour la semaine prochaine face au BCC, hein, Claudio et John ensemble. Là, c'est un match simple, assez long, où c'est plus un match qui ressemble à un match de Moxley qu'à un match de Dax Harwood malheureusement. Dax a fait de très très bons matchs dans sa carrière en solo à l'AEW. Et face à Jon Moxley, bizarrement, c'est moins bien parce qu'il s'adapte trop au style Jon Moxley. Parce que Jon Moxley a le pouvoir, c'est lui qui marque le ton. Et son ton, il est chiant, c'est éclaté, c'est pas mauvais. Mais je veux dire, c'est une série de... Vas-y, on commence le match, on se toise, oui, bien, je te fais un bisou sur la bouche parce que faire un bisou sur la bouche, c'est trop badass de faire ça. Qu'est-ce que tu fais, John? Qu'est-ce que tu fais? C'est dégueulasse, t'es dégueulasse. Ça change pas, putain. Et puis après, ces séries de coups sur le visage, sans vendre les coups. Même Dax ne vendait plus grand chose. On s'envoie des fucks sur le visage. C'est de la merde indie. C'est de la merde indie. Où Melzer se branle dessus. C'est de la merde d'indie. Encore une fois, le catch indie, il y a deux types de merde. Il y a le type acrobatique merdique et le type badass merdique. Là, on est dans le type badass merdique catch indie à 2 balles. On ne vend pas les coups, on est trop badass, on envoie des doigts d'honneur, on fait... C'est chiant. À la fin, Moxley l'emporte avec sa prise de soumission, en faisant son slipper sur Dax Harwood, et va garder la prise longtemps, c'est le bordel, l'arbitre fait arrêtez, il n'y a aucune sécurité alors que Jon Moxley est en train de tenter de commettre un meurtre sur Dax Harwood, il faut que Cash Wheeler arrive pour faire la save, pour détacher Jon Moxley, il doit envoyer je sais pas combien de pains pour que Mox il détache la prise, c'est débile. Évidemment après c'est Cesaro, Claudio Castagnoli qui arrive pour sauver Jon Moxley, il attaque Cash Wheeler, toujours aucune sécurité, c'est le bordel sur le ring, et on laisse les babyface KO sur le ring. La semaine prochaine on aura donc le match au retour, au moins il build des matchs comme ça, mais voilà, Jon Moxley, quoi, j'ai plus envie de voir ce catcheur sur le ring, quoi, ça me gave de le voir chaque semaine sur le ring, ça me gave, il est plus intéressant, quoi. Ensuite, on a eu Wardlow qui a squashé un jobber, ça fait du bien de revoir ça. Un match qui dure moins d'1 minute, c'est logique, c'est très bien. Wardlow squash, Wardlow est de nouveau assez intéressant. Le groupe dans lequel il est malheureusement ne l'est toujours pas, et on va en parler dans le main event encore une fois. Mais son groupe est à chier, mais Wardlow, lui, est intéressant. Pourquoi pas juste avoir Wardlow et Adam Cole? Peut-être qu'il y a peut-être plus de choses à faire avec juste Wardlow et Adam Cole qu'avec tout ce groupe trop grand qui n'accomplit pas grand-chose et qui actuellement ne sert pas à grand-chose, quoi. Bref. On verra bien ce qui se passe par la suite.
On a ensuite Edge, Adam Copeland contre Daniel Garcia. Qui en a quelque chose à foutre de Daniel Garcia? Et bah apparemment, les gens dans l'arène ont quelque chose à foutre de Daniel Garcia, mon grand désarroi. Oui, Edge se bat contre Daniel Garcia pour déterminer qui sera le number one contender pour le TNT title. Parce que maintenant, toutes les rivalités sont basées sur qui sera le number one contender. À chaque promo, on parle de qui est le number one contender parce que les rankings sont importants. Et du coup, tout tourne autour de ça. Je sens bien le coup de ras-de-bol au bout de, allez, un mois. Au bout d'un mois, j'en vais en avoir ras-le-bol. Ce sera pas original, ce sera toujours la même chose. Et on va être obligé de mentionner à chaque fois, je suis number one contender, du coup je peux t'affronter. On se tire une balle dans le pied avec ce système-là. Pas la peine de le rappeler chaque semaine, c'est inutile. Edge, putain Edge qui se retrouve à affronter Daniel Garcia. Edge n'a aucune pop de la foule qui est rangée derrière Daniel Garcia. Allez savoir pourquoi. Je ne sais pas ce que les gens dans cette arène trouvent chez Daniel Garcia. Je ne comprends pas. Zéro physique, une tête qui ressemble à rien. Il est petit, il n'a pas un style si impressionnant que ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Edge en chie face à Daniel Garcia, c'est Tony qui book ça, hein, c'est son problème. Plus personne ne pop pour Edge. Parce que ce public est attardé. Au bout d'un moment, faut le dire. Ce public est attardé. Edge, on croyait que ça allait être un big deal. Hein. Tony, t'es sûr que ça allait être un big deal quand il est arrivé en novembre? Moi, je l'avais call, je l'ai call direct. J'ai fait, ça ne servira à rien. Il va se rendre compte que plus ça va avancer, moins sa pop va devenir intéressante, plus il va se confondre avec le reste du roster alors que c'est Edge. C'est Edge et le mec est en train de se confondre avec le reste du roster. Le mec a zéro pop, zéro huée, ni zéro acclamation de la foule quand il se bat contre Daniel Garcia. Putain. Quelle fin de carrière nulle. Après, je comprends pourquoi Edge fait ça. J'ai revu un peu des interviews de Edge à Wrestle Dream quand il était revenu pour expliquer pourquoi il était venu à la WWE. Et oui, il disait il est un stade de sa carrière où il n'a plus rien à foutre. Il veut juste terminer avec un sentiment de liberté, faire ce qu'il veut, catcher avec ses amis. Il est plus intéressé pour faire des audiences, il est plus intéressé pour élever un produit. Là, il pense à lui, il veut terminer sur une note où lui, il se fait plaisir. Il est libre de faire ce qu'il veut. Lui s'éclate, voilà, c'est sa décision. Mais Edge ne fait pas ce move pour faire des audiences. C'est clair et net, ça se voit des kilomètres. On verra comment ça se passe pour la suite de sa carrière, mais bref. Fin du match, c'est un no contest, puisqu'il y a Nick Wayne, le dinosaure, et Christian Cage, et la mère de Nick Wayne, qui interviennent pour casser la gueule des deux. Donc no contest, ils interviennent pour qu'il n'y ait pas de number one contender. Hein, voilà, c'est... il n'y aura pas de number one contender, du coup... ce sera sûrement un triple threat, hein, Revolution. On va avoir Christian contre Edge, contre Ricky Starks. Hein, voilà, on va faire un autre triple threat parce que Tony il adore les triple threat. C'est pas officiel pour l'instant, hein, mais vous savez quoi? J'ai eu raison pour le triple threat sur le titre mondial. J'ai eu raison pour les Young Bucks à affronter Sting et Darby. Je call que ce sera un triple threat à Revolution pour le titre TNT parce que Tony adore se branler la nouille sur sa merde. Il adore ça. On pourrait construire des programmes forts. On pourrait construire un programme fort entre Edge et Christian avec enfin une fin de match logique. Mais non, on va rajouter Daniel Garcia parce que pourquoi pas, Daniel Garcia, belle pop, hein, la foule adore Daniel Garcia, gros projet Daniel Garcia, un futur champion du monde Daniel Garcia. Hein. Franchement, quand vous voyez... ça crie champion du monde sur sa gueule, hein, ça se voit, non? Vous voyez le projet Daniel, vous le voyez sur sa gueule que c'est un champion, non? Vous le voyez pas? Bon, je le vois pas non plus. Bref, à la fin, Christian fait un concerto sur Edge. Edge s'est mangé tellement de concerto dans sa carrière que je ne comprends pas dans le kayfabe pourquoi ce mec tient encore debout, peut encore marcher, même encore lever le bras. Il devrait être paralysé depuis des siècles et des siècles. Ils tuent le concerto. Ils ont tué le concerto. Je sais que Edge et Christian sont fans de ce spot, mais putain... Edge, il s'en est pris tellement, et en plus il a un problème de cou, il a pris sa retraite à cause d'une blessure au cou, le mec. Et il se prend je ne sais pas combien de concerto, enfin, au bout d'un moment il tue ce putain de spot. Bref, la suite c'est les EVPs, Matthew et Nicholas Jackson, hein, les vice-présidents, mais qu'il faudrait leur trouver un surnom. Faudrait que je leur trouve un surnom à Matt et Nick Jackson parce que je les aime tellement pas qu'il faudrait que je trouve un nom. Parce que Orange Cassidy s'appelle Attardé à la poche sur ma chaîne et j'aimerais pas envie qu'ils soient jaloux parce qu'ils sont très facilement jaloux, Matt et Nick. Donc j'aimerais bien leur trouver un surnom pour pas qu'ils soient jaloux. Voilà. Donc si vous avez des idées de surnoms pour Matt et Nick Jackson, n'hésitez pas à me les envoyer.
On verra, on trouvera un surnom pour les deux. En tout cas, ils affrontent Top Fly, Dante et Darius. Ils ont déjà affronté plein de fois cette équipe. Pourquoi ? Parce qu'ils adorent catcher contre eux. Hein. C'est leurs potes, ils font des cabrioles. Voilà, ils peuvent s'amuser. Ils vont faire aucune audience, aucun rating. Ça va rien accomplir pour le business. Mais eux, ils s'amusent beaucoup. Et en tant que vice-président, c'est l'objectif principal. Hein, s'amuser. Bien sûr, il faut s'amuser. Faire des audiences. Non, faut s'amuser. Faut s'amuser et prendre le spot pour faire prendre la retraite des grandes légendes du catch. Faut se mettre au même piédestal qu'eux. Parce qu'on mérite après tout. On est là pour s'amuser, pas faire des audiences. Mais voilà, on mérite de se mettre là, évidemment, on est vice-président après tout, c'est notre idée. Sans nous, il n'y a pas la EW, faut le savoir, faut vraiment le savoir, bref. Ils sont toujours énervants et ces attardés mentaux sont vraiment en train de catcher en costard. Ces attardés mentaux dans un match officiel sont en train de catcher en costard. Plus ridicule, tu meurs. Plus ridicule, tu meurs. Ces deux attardés qui sont vice-présidents de cette compagnie sont ridicules à regarder. Ridicule. Et c'est pas parce que c'est ridicule que ça fait un bon heel. Les bons heels ne doivent pas être ridicules. Ils doivent être détestables, bien sûr, mais en aucun cas ridicules. Qui a envie d'avoir un antagoniste, un méchant dans un film qui est risible, duquel on se fout de sa gueule ? Si tu veux faire une comédie, bien sûr, si tu veux faire une comédie. Tu veux faire une comédie, avoir un méchant risible, c'est une bonne solution, ça marche bien. Mais jamais quand tu veux faire quelque chose de sérieux, quand tu veux faire un produit intéressant, quand tu veux créer de la tension, des enjeux, ton antagoniste ne peut pas se permettre d'être ridicule, lamentable. On ne peut pas se foutre de la gueule de ton antagoniste. Et eux, c'est ce qu'ils font, et ils pensent que ça marche, et ils s'amusent. Ils sont risibles, ils ressemblent à rien, ils ont aucun physique, ils ont des tenues merdiques. Je peux plus. Ils vont battre Top Flight dans un match à la Young Bucks, les fameux matchs où il se passe plein de choses, des cabrioles, etc. Et ils vont commencer à faire une promo et à agresser Tony Schiavone qui est en train de s'interviewer. Donc ils agressent eux-mêmes leur propre intervieweur. Ils ont tous les pouvoirs, c'est des vice-présidents après tout. Ils peuvent tous se permettre. Non, ils peuvent pas, ça fait aucun sens. Leur boss c'est Tony Khan. Et là il y a tes deux vice-présidents qui sont en train d'agresser ton putain d'intervieweur. Ils sont en train d'agresser ta tête en ce qui concerne... Oui, tout ce qui est politique, interview, coulisses, c'est le visage de la compagnie, Tony Schiavone. Ils sont en train d'agresser ce mec sur le ring. Non, ils ont pas tous les pleins pouvoirs, il y a Tony Khan qui est au-dessus d'eux. Ça ne fait aucun putain de sens. Mais bref, ils sont en train d'agresser Tony Schiavone. Et Darby Allin fait la save. Il arrive et encore une fois, Darby va cutter une putain de belle promo. Une très très belle promo. Et il va leur dire, putain, mais vous servez à rien, vous n'êtes pas des vice-présidents, vous accomplissez pas le bon job. Moi, il n'y a pas si longtemps, il y a 4 ans, j'étais dans la rue, je servais à rien. Et il y a un vice-président, le seul vice-président qui avait un peu un œil positif sur ce business, qui avait une envie de véritablement faire des chiffres, qui m'a vu et qui m'a amené. Vous m'avez jamais réalisé. Vous avez rejeté mes demandes d'intégrer la EW, vous avez préféré engager tous vos potes, parce que c'est ça l'objectif de vous. Alors que Cody, parce que c'était clair, il a pas dit le nom Cody, mais c'était très clair qu'il parlait de Cody, a vu mon potentiel et m'a engagé pour faire des audiences. Et la foule a commencé à chanter Cody, 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 Cody. Et le babyface ultime qui est dans la rivalité à l'heure actuelle contre le plus gros champion de catch au monde à l'heure actuelle et contre la plus grosse superstar mondiale hors catch actuel, The Rock, Cody Rhodes, qui était un vice-président à l'AEW, est actuellement dans une rivalité contre les deux plus gros noms du monde du catch à l'heure actuelle et est le babyface le plus over du monde. Dans une rivalité où il doit confronter une sorte d'autorité. Darby est dans la même position face aux Bucks. Face aux Bucks. Il y a toujours eu un gap entre WWE et AEW. Bien sûr, WWE a toujours été supérieur en termes de prestige par rapport à l'AEW, même pendant les plus grandes heures de l'AEW. En termes de ratings, de prestige, il y a toujours plus de prestige côté WWE. Et c'est normal, encore une fois. Mais là, le gap, il a atteint des proportions démesurées. Le gap, la séparation, le fossé qui les sépare a atteint une proportion démesurée. Cody Rhodes est face au Rock et à Dwayne Johnson. Darby Allin est face aux Young Bucks.
Waouh. Donc la promo est pour officialiser qu'on aura bel et bien le match à Revolution entre Darby et Sting face aux Young Bucks. Darby challenge les Young Bucks. Il le mérite pas. Il le mérite pas. Ces gros débiles mentaux ne méritent pas. Killing de business, comme d'hab. Killing de business. On a enfin eu un catcheur que j'aime énormément dans ce show de catch. On a eu Samoa Joe, le champion de la compagnie, qui va faire son entrée et faire une promo pour montrer son mécontentement face à la décision de Tony Khan de faire un triple threat parce qu'il aurait bien voulu affronter un adversaire et pour une première défense de titre, ça aurait été bien qu'on batte un seul adversaire. Les gens sont déjà en train de tacler le prestige du championnat de Samoa Joe. Que Samoa Joe en tant que champion fait un moins bon boulot que les autres auparavant. Il peut même pas se défendre, le pauvre. Il a même pas l'opportunité de faire un match de défense. Son premier match de défense n'est même pas un match contre une seule personne. Il a même pas l'opportunité de faire une rivalité 1 versus 1 lors de sa première défense. On lui ôte ça. Et se retrouve dans un triple threat où l'enjeu principal de la tension se retrouve entre les deux autres concurrents, entre Adam Page et Swerve Strickland. C'est entre eux que se joue la tension. Samoa Joe, on n'a rien à foutre, alors que c'est le putain de champion de la compagnie. Sa première défense, on n'a rien à foutre de sa gueule. Dans la rivalité, on n'a rien à foutre de sa gueule. C'est un ratage total. Du coup, il va montrer son mécontentement. Il va dire c'est un triple threat, ça me casse les couilles, mais je vais leur rappeler, je vais leur péter la gueule à tous les deux. Et là, entre Swerve Strickland, et quand entre Swerve Strickland avec la full keep-up, il a vraiment une vraie version babyface, et que je vois Swerve contre Samoa Joe dans le ring, je me dis putain, mais tout le potentiel était là. Tout le putain de potentiel était là. Swerve babyface, Samoa Joe, heel, champion. L'enjeu est simple, première défense que Swerve gagne ou que Swerve perde, on a une première défense de titre qui est intéressante, une première rivalité qui est intéressante et qui peut même durer dans le temps. Tout le potentiel est présent. Et ça va faire une bonne promo babyface, il va faire une bonne promo de face. Ils sont bons tous les deux, dans le ring et au micro, ils sont bons tous les deux. Et là, t'as ce putain de cowboy avec sa moustache qui se ramène, Adam Page. Et encore une fois, peut-être qu'il est dans le meilleur personnage de sa carrière. Peut-être que lui, en tant que heel, ça marche mieux qu'en tant que face. Ça marche beaucoup mieux. Il est pote des Bucks, les Bucks sont insupportables. Ça fait sens quelque part qu'il soit heel. Et oui, c'est cool. Mais là, il se retrouve dans une position qui est désagréable. Dans une position où il a rien à foutre là, en fait. J'ai pas envie de voir Adam Page, même s'il fait peut-être le meilleur travail de sa carrière en termes de promo, parce qu'il est peut-être plus à l'aise en tant que heel. Il a rien à foutre dans cette rivalité. Et encore une fois, c'est pour ça que je tacle le fait que ce soit un triple threat. C'est parce que d'une part, je le redis, mais les triple threats, bien que plus spectaculaires, peut-être qu'il se passe plus de choses dans le ring que dans des matchs 1 versus 1, c'est plus divertissant pour le regard. C'est beaucoup plus compliqué de créer des enjeux et de la tension dans un triple threat que dans un duel, un 1 versus 1. Et c'est pareil dans la fiction, dans le cinéma, les duels déclenchent plus d'émotions que les triple threats. Avoir 3 acteurs dans un combat va forcément déclencher moins d'enjeux, moins d'empathie pour le personnage principal que dans un triple threat. Une bonne analogie de ça, c'est par exemple, prenez les combats de Spider-Man, de Sam Raimi, quand il affronte le Bouffon Vert, Dr. Octopus, etc. Dans des duels, c'est intéressant, on a envie d'encourager le héros, on est à fond derrière lui et on nue le méchant. Et Triple Threat considérait ça comme le combat dans Pirates des Caraïbes 2 où Jack Sparrow se bat contre Orlando Bloom et se bat contre, je sais plus, le Norrington, je crois. Spectaculaire, mais il n'y a pas d'enjeu dramatique. C'est fun et spectaculaire. Et pour un match championnat où l'enjeu principal est quand même de devenir le gros champion de la compagnie, j'ai plus envie de voir des matchs avec de la tension, des enjeux, du drame, plutôt que des matchs spectaculaires où on agite les clés devant vos têtes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est exactement le problème là. Et l'autre problème que ça entraîne, c'est que s'il y a tension et s'il y a enjeu, que cela ne concerne pas le champion du monde. Et c'est ce qui se passe actuellement. La tension qui est installée est entre Adam Page et Swerve Strickland et aucunement envers le champion du monde. Et pour moi, c'est un problème, surtout pour une première défense de titre. Donc bref, alors qu'Adam Page et Swerve Strickland sont en train de se dévisager, ils sont face à face, ils sont là, ils sont énervés, tendus, Samoa Joe va les rappeler à l'ordre, va être un peu énervé, va faire « Oh, là, je vois ce qui se passe, et je vais vous dire un truc tout de suite. Il est hors de question que l'un de vous
pin l'autre pour devenir champion. Non, je vais empêcher ça, je vais vous éclater la gueule. Je vais t'éclater la gueule à toi, je vais t'éclater la gueule à toi, parce que je suis Samoa Joe et je vais vous défoncer le cul. Et il lâche le micro, et encore une fois, un banger de promo. C'est vraiment une des meilleures promos du business à la EW, Samoa Joe à l'heure actuelle. C'est excellent. Mais putain, encore une fois, dommage. J'ai toujours la même chose avec la EW, mais dommage. Tout le potentiel est là et il gâche tout à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite? On a eu Sky Blue contre Blue Nightingale. Pas grand chose à foutre. Willow a gagné, a battu Sky Blue. Très bien, avançons. Et enfin, on a le main event. Actuellement, je le redis, mais la WWE a lâché les wagons. Actuellement, la WWE, c'est hyper hot. Cody Rhodes, Roman Reigns et le Rock déclenche tous les ratings, déclenche toutes les passions des fans de catch, c'est hyper intéressant. C'est des main events blockbusters qui nous sont proposés. On a aussi CM Punk qui est actuellement blessé, mais qui promet des affiches démentes face au reste du roster de la WWE. On a beaucoup de promesses. On a Drew McIntyre qui est le personnage le plus intéressant de la fédération à l'heure actuelle, qui va affronter Seth Rollins et remettre un peu de prestige sur ce titre World Heavyweight Championship. Enfin, du moins, c'est ce que je pense. Les main events ont du prestige à la WWE à l'heure actuelle. Et là, dans le main event de la WWE, pour contrecarrer, pour proposer quelque chose de bon, le meilleur possible, pour contrecarrer un peu toute la hype qui entoure la WWE, qu'est-ce qu'il fait Tony Khan? Dans le main event, on a l'attardé à poche qui affronte Matt Taven, le champion par équipe de la Ring of Honor. Attention! C'est qui Matt Taven? D'une part, 1, c'est qui Matt Taven, et 2, qu'est-ce que l'attardé à poche fout dans le main event? Mais c'est le champion international, Kozak, tu comprends vraiment rien. Et Matt Taven, c'est un champion aussi, la Ring of Honor, hein, le gros prestige. Mais je le connais pas, Matt Taven, j'en ai rien à foutre de la Ring of Honor. J'en ai rien à péter. Qu'est-ce qu'il fout de 1 dans le main event? Et de 2, qu'est-ce qu'il fout dans un putain de Texas Deathmatch, un match à stipulation la plus hardcore qui existe au monde, alors qu'il y a 0 putain de rivalité entre Cassidy et Matt Taven? La rivalité entre Cassidy et Roderick Strong. Pourquoi ils se foutent la gueule dans un Texas Deathmatch? C'est quoi le but? C'est qui a proposé ce match-là? Qui? Pourquoi? Dans ma tête, et dans la tête d'un casual qui a vite fait la EW, quand il voit Orange Cassidy, il le connaît un petit peu, il l'apprécie sûrement pas, il se dit putain, encore attardé à la poche, et il voit Matt Taven, il va se dire mais pourquoi Orange Cassidy est en train de se battre contre un jobber? Parce que dans la tête des gens, des casuals, les gens qu'on ne connaît pas, ce sont des jobbers. Ils nous ont pas été présentés, donc ils sont là pour faire le job, pour mettre over les talents actuels. Qu'est-ce que fout Matt Taven dans le main event alors qu'il a juste fait des matchs à la Ring of Honor que je l'ai jamais vu à la putain d'AEW? Qu'est-ce qu'il fout dans le main event à faire un Texas Deathmatch de 20 minutes contre Orange Cassidy, un attardé qui se bat avec ses poches? Putain, et après on se demande pourquoi la EW ça marche pas, pourquoi les ratings sont bas. On se demande pour ça. Mais putain, la raison est juste là, c'est con, c'est débile. C'est stupide. Un match stipulation non justifié et un match beaucoup trop compétitif par rapport à comment Matt Taven nous a été présenté. Et je ne tacle pas Matt Taven, je ne tacle pas son travail. Je critique juste le fait que je m'en fous de lui. Et c'est pas une insulte, je m'en fous parce qu'il m'a pas été présenté. Qu'est-ce que j'en aurais à foutre? Qu'est-ce que j'aurais quelque chose à foutre de lui alors qu'il m'a pas été présenté, que je l'ai pas vu se battre, que je l'ai pas vu affronter Jay White et Juice Robinson? Pourquoi je l'ai pas vu affronter les Guns avec son partenaire? Pourquoi je l'ai pas vu affronter FTR? Pourquoi je l'ai pas vu faire des matchs avant de le voir retrouver dans un main event, un putain de main event contre Orange Cassidy, un champion qui sert à rien, qu'on soit bien d'accord, mais un champion de la compagnie dans un match à stipulation? C'est pas du bon booking, c'est gratuit. C'est complètement gratuit. C'est tiens, bouffe ça, tiens, mange ça. Moi, Tony Khan, il book ses matchs comme dans MyGM en fait. Il se croit dans MyGM mode. Il joue à WWE2K24 là, 2K23 et il se croit dans MyGM. Il est là, bah les matchs à stipulation, ça déclenche plus de fans, ça coûte peut-être plus cher, mais après j'aurai plus de fans, je vais faire des meilleurs shows. Non, ça marche pas comme ça, putain. C'est un jeu vidéo, Tony Khan. Il y a la réalité et il y a le jeu vidéo. C'est deux choses complètement différentes, tu vois. Bon, parlons de ce match Texas Deathmatch. En fait, j'ai même pas grand chose à dire en soi. C'était de la merde indie. C'est de la merde indie.
Tous les coups sont permis, le booking est absent, on fait ce qu'on veut, on se bat avec des chaises, on se bat avec des tables, on se bat avec des battes, on se bat avec des punaises. Il y a Chuck Taylor, le gars qui a rien que dans le business, qui m'offre une boîte de chocolat en forme de cœur. Dans la boîte de chocolat, il y a quoi? Il y a des punaises, voilà. Dans l'autre boîte en forme de cœur, il y a une chaîne et il y a du béton, je crois, un truc qui s'explose en 2 secondes. C'est ridicule, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Les deux, ils pissent le sang, j'en ai rien à foutre. Les deux pissent le sang et quand je vois ça, je suis accoudé comme ça avec mon poing sur la joue parce qu'encore une fois, je m'en fous de les voir pisser le sang. C'est pas ça qui va rendre le match bon. Moi, je veux voir de la tension, je veux voir des rivalités s'installer. J'ai envie de m'investir dans ce programme. J'aimerais bien m'investir en eux, mais je ne peux pas. Je les vois signer comme des porcs dans un match qui ressemble à rien, en train de se foutre minable, en train de se tuer dans un truc qui ne déclenche aucun ratings et aucun intérêt. Et qui dit match en disqualification, on dit que les potes de Matt Taven vont intervenir. Donc on va avoir son associé, on va avoir Trent qui va se ramener, on va avoir Roderick Strong à la fin du match qui va se ramener aussi. Et alors que Matt Taven est dans de beaux draps, il est en train d'être par terre pendant beaucoup trop longtemps, il faut vite le relever avant que l'arbitre dise 10 et que Orange gagne le match. Roderick Strong est là, et il pourrait relever Matt Taven. Il pourrait relever Matt Taven pour arrêter le compte. Il n'y a pas de règle après tout, donc il pourrait très bien le faire. Mais non, il attend, il est prêt à donner un coup à Orange Cassidy, et il s'élance, et Trent prend le coup à sa place. Du coup, Orange Cassidy envoie Roderick Strong ailleurs, et Matt Taven n'est toujours pas debout, du coup, fin du match. Et en plus de faire un match gratuit où il y a zéro règle, hein. Et vu qu'il y a zéro règle, ils arrivent quand même à faire en sorte que les personnages soient cons. Non mais c'est splendide. C'est splendide. Qu'est-ce que je te dise? Encore une fois, pour ceux qui pensent que j'incendie que je dis que les catcheurs sont nuls à chier dans la AEW, je ne dis pas que les catcheurs sont nuls à chier à l'AEW, à l'exception de Jon Moxley. Je ne dis pas que les catcheurs sont nuls à chier. J'aime pas Orange Cassidy parce que j'aime pas son gimmick et il a fait beaucoup trop de trucs qui ridiculisent le business. Mais j'incendie pas son travail dans ce match-là. J'incendie pas le travail de Matt Taven dans ce match-là. J'incendie pas le travail de Willow Nightingale, de Sky Blue, de Top Flight. Enfin, même si c'est pas mon style, j'incendie pas leur travail de Garcia. C'est genre juste que j'ai envie de regarder un programme sérieux, bien booké, avec des rivalités construites, où des bons choix sont faits, où on oriente la foule à popper pour les bonnes personnes et à huer pour les bonnes personnes. Et rien n'est fait dans ce sens-là. Dans cette compagnie, les heels sont over et les faces sont hués. Les stars, les gros du business ne déclenchent aucune réaction et les petits attardés qui ne ressemblent à rien, pas attardés, j'exagère, mais les petits gars qui ne ressemblent à rien, qui vont jamais être des main eventers, déclenchent des pops incroyables. Les matchs de pay-per-view qui pourraient être des matchs simples pour faire des ratings et créer des vraies rivalités sont à la place des foutoirs de triple threat ou fatal four way où c'est la foire au spot, où tout le monde a un peu son moment de gloire, où il n'y a aucune tension, c'est juste du grand spectacle. Et les matchs seront oubliés l'heure d'après. C'est une compagnie où les jeunes talents, les Darby, les Jungle Boy à l'époque, les Jack Perry, les Sammy Guevara et les Ricky Starks et tous ces jeunes talents qui sont arrivés à l'AEW il y a 4 ans qui étaient over sont toujours au même putain de stade, voire ils ont peut-être régressé en termes de popularité. Rien n'a été fait pour les élever, rien n'a été fait pour les mettre over, ce ne sont pas des stars alors que ça fait 4 ans qu'ils sont dans cette compagnie et qu'ils se battent dans cette compagnie. Et ce ne sont toujours pas des stars. Et à la place, on a les Young Bucks, les vice-présidents qui se retrouvent à faire le match de retraite de Sting. Il n'y a rien qui va dans cette putain de compagnie. Il n'y a rien qui va dans cette compagnie. J'espère que vous avez apprécié mon retour. On s'est bien marré. Écoutez, bande de fans de catch, prenez soin de vous et on se dit à demain pour parler des news. Ciao ciao.